Salut Phénix curieux, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans cette troisième question de Phénix, dans laquelle je vais répondre à Christiane Tuor qui me dit: peux-tu nous parler de la psychorigidité et nous donner des outils pour la contrer? Alors, avant de commencer, je tiens à non pas m'excuser, mais à te prévenir que je ne me fous pas de ta mouille en étant en costume de nounours. Non, je rentre d'une journée absolument éreintante, je suis explosée et la première chose que je fais quand je rentre chez moi, je me mets en mode confort total. D'un seul coup, je me suis dit: sapristi, j'ai oublié la vidéo. Oui, j'utilise sapristi absolument quotidiennement. Et je vais être très honnête avec toi, j'ai eu une flemme absolument monumentale de me changer pour avoir une autre apparence dans cette vidéo. Donc je t'accueille aujourd'hui en costume nounours, chaussettes licorne s'il vous plaît, et comme ça j'oublie la fatigue, je suis dans le confort pour te parler du mieux que je peux. Donc c'est parti. Avant de commencer, toujours, petite parenthèse, si tu as envie de me poser une question à laquelle je vais répondre, parce que je suis dans un défi de 30 jours, donc chaque jour, une question, une réponse, donc n'hésite pas, c'est le moment de te lâcher. Revenons-en donc, s'il vous plaît, à la psychorigidité. La psychorigidité, pour faire très simple, pour faire très bref et pour faire très concis, c'est en psychologie un mécanisme de défense des personnalités dites obsessionnelles. Les autres traits de caractère que l'on peut retrouver chez ces personnalités spécifiques sont par exemple un perfectionnisme obsessionnel, du coup, donc c'est le souci du détail, c'est une minutie absolument extrême. Tous les détails doivent être absolument planifiés, étudiés, optimisés, traités, analysés, bref, c'est tout. Tout est décortiqué pour avoir une optimisation absolument maximale, pour qu'absolument rien n'échappe au contrôle de la personnalité psychorigide. Un autre trait de caractère que l'on retrouve chez ces personnalités particulières, c'est un besoin excessif d'ordre. Tout doit être rangé, organisé, classé à sa place. C'est un peu le sujet Monk, c'est-à-dire que si la table basse est déplacée d'absolument 5 mm, la personnalité psychorigide va s'en rendre compte et ça va le rendre complètement dingue. Donc un besoin excessif d'ordre, de rangement, et presque même pas, c'est une personnalité extrêmement maniaque. Également, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit sain, il faut que ce soit rangé, il faut que ce soit clair. Un troisième trait de caractère que l'on retrouve chez ces personnes-là, c'est également un besoin excessif toujours de contrôle et de maîtrise, c'est-à-dire que toutes les décisions, tous les choix doivent être minutieusement étudiés, doivent être minutieusement décortiqués et suscitent énormément de questions, d'interrogations, peut-être même de scrupules, pourquoi pas même de culpabilisation, afin qu'une fois de plus, rien n'échappe au contrôle psychorigide qui lui se défend, d'accord, d'une potentielle attaque, d'une potentielle trahison de la part de l'environnement extérieur. Enfin, un dernier trait de caractère que l'on peut retrouver chez ces personnalités-là, c'est une rigueur morale absolument excessive, une fois de plus. C'est-à-dire que une personnalité psychorigide est absolument incapable, c'est inconcevable pour elle de contourner un petit peu une loi, une règle par exemple, ou quelque chose qui est admis, qui fait office de cadre et de structure. Il ne supporte pas justement de pouvoir dépasser cette structure ou de pouvoir contourner cette structure pour obtenir un résultat. De par tous ces traits de caractère bien spécifiques, une personnalité psychorigide est souvent du coup vue comme une personne extrêmement froide, extrêmement distante, parfois même snob, une personne extrêmement logique, cartésienne, méthodique, désespérément raide, impulsive et dénuée de toute forme d'originalité, de fantaisie, d'imagination et de sentiments ou d'émotions. Alors, je tiens à faire une nouvelle parenthèse et à te réclamer et à te recommander la plus extrême prudence quant à l'autodiagnostic, d'accord? Ce n'est pas parce qu'une personne de ton entourage répond à certaines caractéristiques, ce n'est pas parce que nos expériences se ressemblent, ce n'est pas parce que ce que je dis résonne avec quelque chose en toi que tu dois cataloguer automatiquement cette personne-là de personnalité psychorigide. Si j'éveille en toi un soupçon, un doute, je te conseille vivement de te tourner vers un spécialiste, vers un expert qui pourra te confirmer ou t'infirmer le fait que oui ou non, la personnalité qui a éveillé ce doute en toi est oui ou non psychorigide. Mais je t'en supplie, ne base pas la suite peut-être de cette relation sur un simple autodiagnostic parce que tu m'as entendu faire une liste de 2 ou 3 traits de personnalité qui font tilt chez toi.
Ok? Ok, je ferme la parenthèse. On peut, comme dans tout type de pathologie, distinguer deux cas de personnalité psychorigide. C'est-à-dire que le premier, on retrouve toutes les personnes en fait qui le sont depuis toujours. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont été cabossées par la vie, dont la personnalité a été abîmée dès l'enfance suite à des maltraitances par exemple ou à des abus et qui donc se sont construits, se sont protégés avec cette armure en fait de psychorigidité où tout doit être à sa place, tout doit être fait d'une certaine manière pour éviter au maximum que l'extérieur, son environnement lui retombe dessus de manière parfois extrêmement violente. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui deviennent psychorigides de manière conjoncturelle, d'accord, vis-à-vis de la conjoncture, c'est-à-dire que ce sont des personnalités qui sont susceptibles de faire face à une certaine vulnérabilité et dont le quotidien un peu difficile peut-être aujourd'hui le fait progressivement glisser vers la pathologie de psychorigidité. Dans les deux cas, la manière dont tu peux agir, c'est premièrement, si tu penses que ça a toujours été comme ça, si tu te rends compte que la personne à laquelle tu penses en fait quand tu évoques le fait d'être psychorigide l'a toujours été, je t'invite à soit entrer en communication avec lui, à essayer de comprendre d'où ça vient, soit de le pousser, de lui faire comprendre qu'il serait bon pour lui, vraiment pour lui, de se tourner vers un spécialiste, vers un thérapeute qui pourra l'aider en fait à se rassurer quant à l'environnement dans lequel il se trouve aujourd'hui, qui n'est absolument plus dangereux pour lui et dans lequel il peut vivre sans avoir besoin de tout contrôler. En revanche, si tu es face à une personne qui est en train de sombrer dans la pathologie, ce que je te propose de faire, c'est de le prendre en fait sur le fait d'un comportement psychorigide et de lui dire avec extrêmement de bienveillance et avec vraiment zéro jugement, d'accord, avec tout l'amour dont tu es capable de disposer pour cette personne, lui dire est-ce que tu te rends compte que lorsque tu fais ça en fait tu te prives en fait je sais pas d'être avec nous, tu te prives de respirer, tu te mets dans un état de stress pas possible ou tu t'isoles ou etc. En fait là je souligne dans ta question particulièrement Christiane le fait que tu me parles de contrer la psychorigidité et je pense qu'en fait la volonté de contrer est une très 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 mauvaise méthode à appliquer avec des personnalités qui sont extrêmement en souffrance. Ce sont vraiment des gens qui sont dans un inconfort, mais qui est inimaginable pour des personnes qui ne sont pas atteintes de cette pathologie. Quoique, je pense que nous sommes tous psychorigides d'une manière ou d'une autre, parce que personne n'aime avoir tort. Hein. Donc même pour ça, tu vois, on est tous plus ou moins psychorigides. Et il y a des gens justement qui sont tombés dans un excessif qui fait qu'aujourd'hui c'est douloureux pour toi. Mais de vouloir aller à l'encontre de ça évoque une forme de résistance, ça évoque une forme de combat presque. Je pense que c'est une très mauvaise stratégie à adopter face à des personnalités qui sont donc en souffrance. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Ça n'excuse pas tout, mais ça permet de comprendre et d'accompagner au mieux cette personne, donc soumise en l'occurrence à une pathologie de psychorigidité. Et du coup, j'en viens à te donner ma première piste en fait de réflexion, d'accompagnement de ces personnes-là. Je vais t'en donner 4 aujourd'hui. La première, justement, c'est de préférer la conciliation à la confrontation. Je pense qu'avec ces personnes-là, le plus simple, c'est de faire un pas de côté et chaque jour, pas après pas, pierre après pierre, pierre après pierre, le faire infléchir sur ses règlements, sur toute cette strictitude qu'il met au quotidien à l'épreuve dans sa vie. Et bien sûr, quand je parle en fait de conciliation, je t'invite grandement à être capable aussi de faire des compromis. Je sais que c'est pas évident, mais c'est vraiment lorsque l'on est face à des personnalités comme ça, il faut faire preuve du plus possible de bienveillance, d'amour, de tendresse, de compréhension, de compassion, de tolérance dont on est capable. Je sais que c'est pas évident, d'accord, parce qu'il y a des fois où on n'en peut plus de ces comportements-là, mais c'est la meilleure chose que tu puisses offrir à cette personne-là et à toi également, parce qu'en prenant soin de l'autre, tu sauras prendre soin de toi et dans cet équilibre-là, vous pourrez vous retrouver. Donc, quand je parle de conciliation et donc de compromis, par exemple, est-ce que tu pourrais faire comprendre à cette personne, je ne sais pas hein, du coup dans quel type de relation cette personnalité émerge, mais par exemple si vous êtes ensemble dans le même lieu d'habitation, pourquoi ne pas lui proposer d'avoir ton lieu à toi où tu as le droit de foutre le bordel, si tu as envie d'empiler tes factures, d'avoir des chaussettes qui traînent et puis d'avoir le droit à un peu de souplesse au niveau du propre, au niveau du rangement, au niveau de que sais-je encore. Demande-lui de te réserver une pièce dans la maison ou dans l'appartement, dans ton lieu de vie, en tout cas dans ton lieu d'habitation, et où il sait que lorsque tu te retires dans cette pièce en particulier, lui ou elle n'y a pas accès.
Cette personne-là n'y a pas accès, elle sait que tu es dans ta liberté, elle sait que tu es dans ton droit, elle sait que tu as besoin de t'isoler et elle n'a aucun droit de regard et d'action sur cette zone réservée exclusivement pour toi. Donc c'est un compromis, il a le reste de la maison, tu as cette petite pièce où tu as le droit de t'exprimer librement, de faire face à ta flexibilité, de respirer un petit peu et si c'est fait d'un commun accord, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. La deuxième chose que je te propose, c'est d'intégrer le jeu à ta relation avec cette personne-là. C'est-à-dire qu'a priori, les personnes psychorigides ont un goût démesuré et très positif pour le défi. Donc peut-être, pourquoi pas, pour le faire changer doucement et en toute sécurité pour lui et pour toi, lui proposer de mettre en place régulièrement des défis et pourquoi pas avec des récompenses à la fin. Du style, par exemple, je te mets au défi de tenir une semaine sans, je sais pas, ranger la vaisselle ou sans ranger les factures ou sans passer la serpillière le soir. Et pourquoi pas lui proposer, au bout d'une semaine, si tu as tenu toute cette semaine, je te propose qu'on se fasse un resto, qu'on se fasse une sortie ou qu'on fasse quelque chose qui te fasse plaisir, qui te fait plaisir, pardon. Donc vraiment intégrer le jeu et la notion de défi, de récompense dans votre relation pour que la personne puisse se sentir amusée, peut-être de trouver d'autres solutions pour atteindre ses objectifs, ce besoin de contrôle, et se rendre compte que justement que le contrôle n'est pas la seule solution, n'est pas le seul moyen d'obtenir le résultat auquel il aspire. Troisième chose que je te propose, ça ressemble un petit peu à la deuxième, c'est d'intégrer l'humour dans votre communication. Et j'insiste bien sur l'humour et non la moquerie. C'est-à-dire que lorsque tu surprends cette personne en train d'avoir un comportement que tu considères comme psychorigide, et je dis bien que tu considères, donc prends tes responsabilités aussi vis-à-vis de ton interprétation de ce qui est en train de se passer. Bref, lorsque tu prends cette personne sur le fait d'un comportement psychorigide, tu peux lui dire avec bienveillance toujours et avec un peu d'humour, tu vois là quand tu fais ça, est-ce que tu trouves pas que c'est un peu maladroit, un peu tordu, voilà, de pouvoir glisser un petit trait d'humour, un petit trait de on est tranquille, tu vois, on avance ensemble avec humour, avec gentillesse, avec bienveillance et je suis toujours là pour toi, sans jugement et avec tout mon amour, d'accord? De pouvoir intégrer du coup des petits traits d'humour pour pouvoir lui faire remarquer de temps en temps que effectivement il a des comportements qui peuvent être obtenus, les résultats peuvent être obtenus d'une autre manière, d'une manière plus souple, et tu peux lui montrer toi-même de quelle manière est-ce que toi, tu obtiendrais le même résultat sans que le ciel ou que l'extérieur ne vous tombe sur la tête à tous les deux. D'accord? Quatrième et dernière piste que je te propose d'explorer ce soir, c'est d'utiliser le nous plutôt que le tu. Parce que je trouve que le fait d'utiliser tu dans une phrase, surtout dans ce cadre-là, c'est super incriminant et pour peu que cette personne soit en plus susceptible, je pense qu'en fait, tu vas la refermer un peu plus sur son besoin de contrôle si elle se sent agressée. Et du coup, le fait d'utiliser le nous, ça montre qu'en fait, tu prends pleinement parti, en fait, tu prends pleinement ta place dans la relation et tu prends en considération le fait que tout ce qui se passe avec lui te concerne également et que tu prends ta part de responsabilité justement dans cette action. Exemple, si vous projetez avec cette personne-là de partir en vacances et que tu te rends compte que cette personne est en train de tout planifier de A à Z, c'est-à-dire que du lever du jour où vous partez au lever du lendemain, du jour où vous êtes revenu, que tout est déjà planifié, qu'il sait exactement où vous allez, à quelle heure, quand, comment, pourquoi, tu peux lui proposer, plutôt que de lui dire non, quand tu fais ça, ça me gonfle, tu as tout décidé, tu as tout choisi, je veux pas que tu fasses comme ça, pourquoi ne pas simplement lui dire, et si nous essayions de faire comme ça, et si nous prenions un peu le temps de faire les choses comme ça, et si nous envisagions de faire quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est vachement moins agressif, c'est vachement moins directif, c'est vachement moins impactant négativement, j'entends, que si tu fais ça, ça m'embête et je veux pas que tu fasses ça, mais quand tu fais ça, ça me gonfle. Voilà, de t'impliquer vraiment personnellement dans la relation et dans l'action qui est en train de se produire entre vous deux, je pense que c'est beaucoup plus touchant et impactant du coup positivement pour cette personne à la personnalité un petit peu difficile. Donc voilà, ce sont les 4 pistes que je te propose d'explorer ce soir. Si d'autres questions surviennent sur ce sujet, pourquoi pas, on pourra en reparler. J'attire à nouveau ton attention sur l'autodiagnostic, d'accord? Je t'en supplie, pas de précipitation. Prends le temps d'analyser les choses, prends le temps de te renseigner, prends le temps d'en parler, d'accord? Je prends aussi le temps de te rappeler que
les personnalités comme ça que l'on considère comme toxiques le sont, d'accord? Je ne remets pas ça en cause, mais essayons d'avoir la compassion et l'ouverture d'esprit de concevoir que derrière ces comportements-là, il y a de la souffrance. Ce sont des personnes qui sont dans une souffrance absolument extrême. Et donc partir de ce point-là, pas pour l'excuser, d'accord? Pas pour lui pardonner ou pas pour accepter naïvement ce qui se produit vis-à-vis de nous, simplement pour comprendre et accompagner en fait du mieux possible ces personnes-là vers un mieux-être, parce que c'est ce comportement-là aussi qui t'impactera toi positivement. Voilà, je te laisse donc sur ces mots pour ce soir. N'hésite pas donc à interagir avec moi via les commentaires si tu as envie d'interagir avec moi, si tu as envie de débattre, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, si tu as envie de répondre plus particulièrement, plus personnellement à Christiane, n'hésite pas. Si tu penses que cette vidéo est intéressante, impactante, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager un maximum afin que d'autres personnes puissent avoir accès à ces informations que je trouve particulièrement enrichissantes. Allez hop, je me jette des fleurs. Et écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je te donne rendez-vous demain pour la question de Phoenix numéro 4. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Extraordinaire soirée à toi. Du coup, bonne nuit, dors bien, fais de beaux rêves, je t'aime, à demain.